Maryse Lebranchu, bonjour, bienvenue. Je rappelle que vous êtes ministre de la Réforme de l'État, évidemment de la décentralisation et aussi de la fonction publique. Alors, d'abord, je vais vous poser une question qui n'a aucun rapport avec la réforme des retraites. Est-ce que vous vous sentez, j'allais dire, à l'aise avec cette idée qu'on va faire la guerre dans quelques heures ? Forcément mal à l'aise, mais mal à l'aise d'abord devant le drame de ces populations de Syrie. Je dirais extrêmement mal à l'aise, mais extrêmement touché par ça. Et puis, c'est vrai que depuis des jours et des jours et des jours et des mois même, on se pose la question de savoir comment ça peut s'arrêter. Effectivement, Mais il va falloir assumer, si jamais François Hollande s'associe, il a dit à cette coalition, voilà, au risque de terrorisme, au risque d'embrasement. On sait pas, personne ne sait où ça va s'arrêter une fois qu'on va avoir... Personne ne sait où ça va s'arrêter. D'ailleurs, le président de la République est extrêmement sage, je dirais, dans son annonce, en disant bon, on est à la limite de l'acceptable par rapport à ce qui se passe en Syrie, communauté internationale et pas France. Ouais. Soyons extrêmement précis. Si la communauté internationale prend des décisions, la France sera solidaire, présente. Nous ne sommes pas du tout à un niveau tel qu'on l'a connu au Mali ou ailleurs, c'est-à-dire de soldats à pied rentrant dans un pays. D'accord. Attention, mais ça veut dire qu'on va quand même participer avec des avions, avec des bateaux au bombardement. Aucune décision n'est prise à l'heure où on se parle, donc faisons attention à ce que nous disons, y compris par rapport à tous ceux qui nous écoutent. Je dis à tous ceux qui nous écoutent. En revanche... Et qui nous regardent sur LCI. Voilà. En plus, oui. En revanche, ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas à un niveau où on peut imaginer des troupes françaises entrant à pied dans un pays en guerre. On n'en est pas là. Mais pardonnez-moi, après on va évidemment parler abondamment des retraites, que ça concerne des millions de Français, mais ce sujet est quand même important. À titre personnel, comment peut-on juger une intervention qui n'aboutirait pas finalement au départ de Bachar el-Assad, voire à son élimination ? Quand on est membre d'un gouvernement, on n'a jamais le droit de parler à titre personnel. Mais à titre personnel, je pense aussi que devant un drame de cette ampleur, devant la déstabilisation qu'il entraîne, parce que c'est une horreur, c'est un drame, c'est quelque chose d'inacceptable. Ça déstabilise totalement cette grande région. Et vous avez bien vu ce qui se passe en Israël depuis maintenant plusieurs heures, etc. C'est la panique en Israël. On est face à, je dirais, un terrain extrêmement difficile qui peut aboutir à quelque chose de grave au XXIe siècle. Donc la place de la France dans le monde n'est pas seulement de se replier sur elle-même et d'en appeler aux droits de l'homme et au respect des peuples, ce qui est le minimum qu'elle peut faire. Mais c'est aussi de dire, est-ce que la France a une place dans le monde ? Si on discute avec les chefs d'État du monde sur l'équilibre, justement, du monde à venir, est-ce que la France doit être présente ou pas ? François Hollande fait le choix d'être présent dans le concert international de la recherche de la paix et de l'équilibre du monde. Il a raison. La France ne peut pas devenir un petit pays en marge et spectateurs. Alors, nous sommes aussi très impliqués, nous, y compris pour notre propre développement, dans tout ce qui peut se passer dans le bassin méditerranéen et au-delà, moyenne et prochaine. Je rappelle évidemment à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent que vous êtes ministre de la fonction publique. Alors évidemment, la grande question qu'on a envie de vous poser ce matin, on va rentrer dans le détail de cette réforme. Vous avez l'air contente du résultat, mais tout le monde, la presse ce matin, se demande pourquoi on n'est pas comme tous nos voisins européens en train de reculer l'âge de la retraite à 65 ans. Pourquoi vous ne prenez pas cette décision ? Parce qu'elle n'est pas utile et que moi je ne comprends pas non plus. Pourquoi les Allemands sont à 65 ans, les Autrichiens à 65 ans, les Belges, les Chypriotes, les Danemark, l'Espagne, la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et même en Suède, ils en sont à la flexibilité presque au-delà de 67. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire ça ? Alors, deux choses. D'abord, prenons les Allemands, c'est ce qui est le plus simple. Ils ont un problème majeur, ils n'ont pas de démographie. Oui. En Europe, on est à 1,6 enfants par femme. Nous, on est à 2 enfants par femme. Et le Premier ministre a tenu à rappeler pourquoi. Parce que grâce à cette démographie, nous avons un horizon 2035-2040 qui est de qualité, c'est-à-dire avec un équilibre des actifs et des retraités, que n'ont pas ces pays-là. Donc, c'est pas la peine... Les Allemands, oui, mais les autres, pardonnez-moi. Mais j'ai bien dit, 1,6 en Europe, on est les meilleurs en termes de démographie. Alors, on aurait pu repousser l'âge de la retraite, aller chercher des fonds de pension, abandonner... Moi, j'ai beaucoup entendu ça aussi, le régime de répartition. Les fonds de pension, les Danois, c'était formidable, ça allait tout régler. Vous avez vu les drames que ça pose actuellement avec des fonds de pension qui ne peuvent pas répondre à ce à quoi ils se sont engagés. Donc, moi, je voudrais aussi qu'on soit réaliste dans notre pays. Est-ce que c'est une réforme qui doit faire mal à tout prix aux citoyens français ? Mais pourquoi ça fait mal de travailler si je peux... Ou est-ce que c'est une réforme qui doit régler 2035-2040, c'est-à-dire l'équilibre du régime des répartitions. Moi, je pense que c'est une réforme qui doit régler l'équilibre du régime de retraite par répartition, puisque c'est un choix. Même le MEDEF ne demande plus les fonds de pension. Et quand vous dites il faut reculer l'âge de la retraite, je dis pas on il est faut, très franc. Je vous pose la question. On est très franc.
C'est-à-dire qu'il y a des bornes. Vous avez le droit de partir à 60 ans si vous le voulez, avec une décote, vous le savez. Vous pouvez, donc vous avez l'autre borne à 67 ans, mais là où nous sommes très francs, c'est que pour pouvoir partir avec une retraite à temps plein, il faut 41 annuités et demie, et on va aller jusqu'à 43 annuités pour ceux qui sont nés en 1973. Donc les syndicats de salariés ont raison de dire qu'effectivement, un certain nombre de citoyens français vont travailler au-delà même de 65 ans parce qu'ils n'auront pas leur retraite à temps plein. Donc il faut... Pourquoi l'opposition vous attaque sur ce thème en disant finalement c'est une sorte de tabou de la gauche qui, dans la perspective des élections, ne veut pas rompre avec sa base électorale et continue à rester sur... Parce que ils vous le disent tous les matins. D'abord, ils ne l'ont pas fait, alors voilà. Mais j'ai pas dit qu'ils l'avaient fait. Hein. Ils ne l'ont pas fait. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une espèce de volonté de voir briser ce qu'ils appellent des tabous, le temps de travail, l'âge de... Briser pour briser. Moi, je pense que gouverner, c'est pas ça. Gouverner, c'est être extrêmement conscient des difficultés que nous avons, donc les 7 milliards qu'il fallait trouver tout de suite, et on les a trouvés, extrêmement conscient de la difficulté, extrêmement présent sur les dossiers et extrêmement prospective, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va laisser aux générations qui vont partir en retraite en 2035, 2040. C'est comme ça qu'il faut raisonner. On n'est pas là pour punir, on est là pour équilibrer un régime de retraite. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que la gauche est encore prisonnière de cette idée que le travail, c'est quelque chose qu'il faut abandonner, qui est une sorte de damnation. Alors que regardez, pardonnez-moi, je ne suis pas inélégant, mais vous avez un peu plus de 65 ans, vous travaillez. Moi, je pourrais être à la retraite, je travaille. Les boulangers travaillent. Vous voyez, tous les médecins travaillent au-delà de 60 ans parce que de toute façon, leur retraite sont faibles. Donc, c'est fini, cette histoire qu'à partir de 61, 62... Si je peux me permettre, vous et moi, cette nuit, nous n'avons pas forcément travaillé dans l'agroalimentaire à 90 on se lève à 5 heures du matin, non, mais à 90 degrés, à 90, d'hygroélectrique. Il y a des métiers pénibles, il y a des métiers moins pénibles. Oui, alors, la grande avancée, c'est la reconnaissance de la pénibilité. C'est ça qui fâche, effectivement, le MEDEF et en partie la CGPME. Parce qu'on leur demande de le payer pour ça. Parce qu'on leur demande d'avoir une cotisation mutualisée pour payer la pénibilité. Jusqu'ici, c'était quoi la situation ? Vous pouviez partir en retraite si un médecin constatait que vous étiez malade. Nous espérons, pour les citoyens français, qu'ils puissent partir en retraite en ayant encore un peu de temps, pour faire un certain nombre de choses, pour voyager, pour garder leurs petits-enfants, rendre des services, peut-être avoir une grande utilité sociale. Donc c'est effectivement une vue différente de l'invalidité. Donc la pénibilité, c'est la grande avancée de cette réforme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont travailler plus longtemps parce qu'ils ont la chance d'avoir des métiers qui tirent moins sur le corps et des gens qui vont travailler moins longtemps parce qu'ils ont des métiers très durs et qui tirent sur le corps. Alors, question, j'allais dire, à caractère justement politique et économique. On a l'impression que ces derniers mois, quand même, votre gouvernement s'est rapproché du patronat pour des raisons, j'allais dire, d'amélioration de la situation économique en France. Et voilà que Gattaz sort fou de rage de cette affaire-là sur le thème « on s'est fait avoir ». De toute façon, dans les deux cas, c'est-à-dire la hausse des cotisations, ça va diminuer le pouvoir d'achat. Et nous, on nous promet une baisse des charges qui n'interviendra peut-être jamais. Donc, on est, pardonnez-moi l'expression, les cocus. Est-ce que Gattaz est le cocu de l'affaire ? Non. Non, d'ailleurs, ce qui est étrange, c'est que les premières réactions la veille, avant d'annoncer les mesures, que les uns et les autres avaient déjà parfaitement décryptées, soyons presque sûrs de ça. Pourquoi il dit le patronat cocu ce matin ? Lui ne voulait pas de la pénibilité, il voulait le constat médical. C'est-à-dire qu'il voulait rester sur l'invalidité pour avoir le droit de partir. C'était effectivement son arrête. Et là-dessus, le Premier ministre n'a pas cédé parce qu'il veut être juste. Il veut être juste pourquoi ? Parce que ceux qui partiront ceux qui seront nés en 1973 auront 43 annuités à honorer. S'ils travaillent dehors, s'ils travaillent de nuit, est-ce qu'ils en seront capables ? C'est-à-dire que la pénibilité doit être enfin et pour la première fois reconnue. Et effectivement, le MEDEF ne voulait pas de ce choix-là, qui est un choix de justice et de respect des hommes. Parce que dans la bataille contre le chômage, vous avez besoin d'eux, vous avez besoin des entreprises. On a besoin d'eux et le Premier ministre s'est engagé à ce que le coût du travail n'augmente pas. Et quand un Premier ministre s'engage, et quand il s'appelle Jean-Marc Ayrault, il ne dit pas ça au hasard pour faire plaisir à Gattaz. Il prend d'ailleurs un certain nombre de risques d'incompréhension, on l'a vu la veille, par rapport à d'autres syndicats de salariés. Il s'est engagé. Et il a dit, nous avons un débat aujourd'hui sur le financement de la protection sociale dans son ensemble, et en particulier la branche famille. FO,
D'autres syndicats de salariés, depuis longtemps, disent est-ce qu'il est normal que les allocations familiales soient supportées uniquement par le travail? Le Premier ministre leur dit aujourd'hui j'ouvre le sujet. Et quand il dit j'ouvre le sujet, effectivement, les salariés sont concernés puisqu'ils cotisent via leur travail, mais les entrepreneurs sont concernés aussi puisqu'il y a une part patronale pour les allocations familiales. Lorsque Jean-Marc Ayrault, hier, dit solennellement, et il l'avait dit d'ailleurs assez solennellement au MEDEF la veille, j'ai besoin des entreprises pour le redressement de la France. Et j'ai déjà fait le CICE, la fameuse aide de 25 milliards. Je m'engage à ce que le coût du travail n'augmente pas. C'est quand même un engagement que j'ai rarement entendu. Donc c'est une sortie théâtrale, Gattaz. La pénibilité, j'ai bien senti... Parlez-moi de Gattaz, parce que la pénibilité, on n'en a jamais... Non, mais c'est pas Gattaz sur Il est sorti pour Gattaz sur la pénibilité était extrêmement remonté. Pourquoi? Parce qu'il était attaché au départ pour l'invalidité. Et qu'un certain nombre d'entreprises qui ont des salariés qui travaillent la nuit se disent qu'elles vont cotiser peut-être plus que d'autres. Donc il y avait vraiment ce point-là. Ceci étant, c'est un point de justice sociale et on ne peut pas considérer que toutes les heures de travail effectuées tirent de la même façon sur la vie d'une personne. Marie-Lise Lebranchu, j'ai plusieurs questions précises à vous poser. Fonctionnaire, on calcule sur les 6 derniers mois, privé sur les 25 dernières années. Les gens disent encore une fois, là aussi il y avait l'occasion de faire une réforme churchillienne, et bien finalement public-privé, ça reste comme c'était avant. Alors, on a oublié que sur les annuités... Les réponses à tout, c'est bien. Non, on a oublié un certain nombre de choses. D'abord, y compris dans le rapport Moreau, où on montre, par exemple, qu'à catégorie égale, on est sur des taux de remplacement... Mais pourquoi eux, ils ont le droit à ça et pas nous? Parce que vous, quand vous allez partir en retraite, on va partir de votre salaire dans son entièreté. Le fonctionnaire, lui, il a un salaire et il a des primes. Et les primes peuvent monter jusqu'à 70% de la rémunération. Et quand il va partir en retraite, le calcul va porter uniquement sur la part du traitement, c'est-à-dire du salaire, et pas sur les primes. Si vous me demandez d'aligner le public sur le privé, si vous, étant un vocable large, naturellement, le public après, sur le privé, question, à ce moment-là, à mon avis, si on intègre toutes les primes pour le calcul des retraites des fonctionnaires, alors regardons ensemble combien ça va nous coûter. Ce n'est pas une petite réformette, parce que vous avez beaucoup attaqué la réforme Fillon en disant que ça ne servait à rien, il fallait tout refaire. Celle-là, vous considérez que c'est une réforme massive? Et après, j'ai une dernière question, il nous reste malheureusement une trentaine de secondes. Elle est juste, elle est équilibrée et elle garantit le système de répartition jusqu'en 2040. En 2040, c'est aussi équilibré grâce à la démographie, c'est-à-dire que on enlève cette anxiété permanente d'une espèce d'épée. Moi, quand je partirai en retraite, je n'en aurai pas. Maintenant, c'est clair, on pourra aller voir sur un site à quoi on aura le droit. C'est juste et c'est garanti. Marie-Lise Lebranchu, dernière question qui ne s'adresse pas à vous, personne privée, mais à ce gouvernement. Fillon dans Paris Match, Borloo hier la pétition. Au fond, ils vous accusent d'être des fous de l'impôt. Comme les prélèvements obligatoires l'année prochaine vont être très proches de zéro. On comparera, M. Durand, avec plaisir l'augmentation des prélèvements obligatoires les dernières années des gouvernements en question et les prélèvements obligatoires sur le budget position, eux aussi, 2014. Copé pense que tout ça, de toute façon, ils ont l'intention de mettre tout par terre sur ordonnance si jamais ils reviennent au pouvoir. Effectivement, les quelques ordonnances que nous avons proposées, ils nous avaient dit que ce n'était pas très démocratique. Je vois qu'ils nous rejoignent quand il a fallu faire des simplifications ou aller très vite sur le logement, sur l'urbanisme et sur un certain nombre de démarches. Nous avons entendu François Hollande proposer et aller vers les ordonnances. Dans ce cas, on nous disait que ce n'était pas démocratique. Ce le sera plus tard. Donc je pense surtout que c'est une opposition pour l'opposition. Ce serait peut-être plus intéressant qu'on puisse davantage discuter avec notre opposition sur le fond que sur peut-être des invectives un petit peu trop appuyées. Et est-ce que vous considérez que Martine Aubry devrait revenir dans le gouvernement? Parce que vous êtes très proche d'elle, vous l'aimez presque. C'est une amie, mais je fais toujours la différence entre l'amitié et la politique. Martine Aubry... Est-ce qu'elle manque à la gauche aujourd'hui? Son discours était intéressant. Elle a fait une tribune que j'ai lue avec plaisir. Elle a un discours intéressant et elle fait partie de ceux qui... permettent à la gauche de voir loin. Merci beaucoup Marie-Lise Lebranchu d'être venue ce matin sur notre antenne, donc Radio Classique et LCI. Je rappelle que vous occupez de la fonction publique, mais aussi de la décentralisation et de bien d'autres sujets, puisqu'il s'agit aussi de la réforme de l'État. Bonne journée à vous. Merci. On était ravis de vous recevoir. Merci camarades de LCI. On se retrouve évidemment demain, Radio Classique, dans une seconde. Merci Guillaume, ainsi qu'à votre invité. Bonne journée à tous les deux. On vous retrouve bien évidemment demain dès 8h15.